sfumati al portale, niente il sole sperava e il caro sveglio in passato. Je vous donne la bienvenue au nom du collectif pour la libération des prisonniers politiques catalans. Merci beaucoup d'être nombreux sur Zoom, d'être nombreux sur Facebook pour nous suivre ce soir. Avant de vous présenter nos invités et de vous présenter la soirée, le déroulement de la soirée et de vous présenter le collectif, je vais commencer par vous rappeler quelques règles techniques, parce que maintenant, on n'est plus les uns devant les autres. Donc, on est obligé de se contraindre à ces règles techniques pour pouvoir continuer de fonctionner, d'échanger sur Facebook. Alors, vos micros sont coupés. Il n'y a que les micros des intervenants qui vont être ouverts. Donc, ne nous envoyez pas des messages en demandant à avoir le micro. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous le passer. La règle du jeu, c'est que les questions, vous devrez nous les poser soit sur le chat de Zoom, soit via Facebook. Et donc, nous les remonterons à notre tour aux invités. Voilà, c'est un peu la règle du jeu un peu contraignante pour que ce débat puisse se dérouler de façon sereine et qu'on s'entende, qu'on n'entende pas nos enfants, nos téléphones, notre radio ou des interventions qui risquent de nous faire déborder dans la soirée. Alors, je vais commencer par vous présenter nos invités. Alors, nous sommes vraiment très, très heureux de les avoir tous ici ensemble. Alors, ça, c'est l'avantage de ce système qui n'est pas très humain, des écrans, c'est que ça nous permet d'avoir des gens qui sont qui à Bruxelles, qui à Barcelone, qui en Suisse, qui en province, et donc de pouvoir partager ce moment de débat tous ensemble. Alors, au long de cette soirée, nous allons écouter d'abord Leïla Chabi, que vous connaissez, beaucoup d'entre vous, qui est eurodéputée de la France Insoumise. Elle est membre du groupe de la Gauche unie au Parlement européen et à ce titre, elle participe à la plateforme de dialogue Union européenne-Catalogne, constituée d'élus des différents groupes politiques. Leïla a été très active, notamment durant la campagne pour essayer d'empêcher le vote de la levée de l'immunité parlementaire des eurodéputés au Parlement. Elle nous en parlera, elle va nous raconter en détail comment cela s'est passé et les conséquences de ce vote. Leïla a rendu visite aux prisonniers catalans à la fin de l'année dernière, en décembre, je crois. Ensuite, nous avons la chance d'avoir également Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, Liberté et Territoire. Alors, merci aussi à Sébastien de s'être libéré. Il a un emploi du temps très chargé parce qu'il est aussi sur le front de l'Afrique en ce moment, pas seulement sur le front de la Catalogne. Sébastien Nadeau avait lancé l'appel de 14 députés de l'Assemblée nationale française contre la levée de l'immunité parlementaire des 3 eurodéputés catalans en janvier dernier. Il a également interpellé le gouvernement français sur cette question. Je pense qu'il reviendra là-dessus. Enfin, Sébastien Nadeau s'est rendu à Barcelone pour participer à la première session du nouveau Parlement après les élections du 14 février. Il va nous raconter un petit peu la bataille qu'ils ont essayé de mener à 14 députés au niveau de l'Assemblée nationale et un petit peu l'analyse qu'il fait de la situation de la levée de l'immunité aujourd'hui. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Olivier Peter, qui est l'avocat international de Jordi Cuixart. Nous le remercions d'avoir arrangé aussi un petit peu à la va-vite son emploi du temps pour être avec nous ce soir. Olivier a été mandaté par Omnium pour nous parler de Jordi Cuixart. Alors, pour mémoire, je crois que demain, c'est l'anniversaire de Jordi Cuixart. Ça va être son 4e anniversaire en prison, privé de liberté. On tenait qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Amnistie et libertad, qui sortent le plus vite possible pour continuer de se battre. Olivier va nous parler évidemment de la situation des prisonniers politiques, mais il va également nous parler des libertés en Catalogne et de la campagne qui est actuellement en train de développer Omnium pour essayer d'arracher l'amnistie. Nous avons également avec nous ce soir Raymonde Poncet. On la remercie d'avoir également arrangé son emploi du temps pour être avec nous. Sénatrice ELV, Europe Écologie Les Verts du Rhône. Raymonde nous parlera des actions qui ont déjà été entreprises au Sénat, qui pourraient l'être. Et elle reviendra également sur la motion qu'a récemment adoptée ELV, qui est très importante dans le paysage politique français en ce qui concerne l'engagement d'Europe Écologie Les Verts dans ce combat. Un engagement qui déjà est très fort au niveau du Parlement européen et en France. Alors nous avons, outre ces parlementaires, la chance d'avoir un responsable syndical avec nous ce soir. Et ça, pour le collectif, c'était très important. Christian Mailleux, qui participera avec nous à ce débat, est un des responsables du secteur international de Solidaire. Il est co-animateur du réseau syndical international de solidarité et de lutte, qui rassemble des syndicats ou des fédérations syndicales dans les 5 continents.
Solidaire est une organisation syndicale très active à nos côtés depuis 2017, dans la solidarité avec la Catalogne et avec les autres peuples qui se battent. Solidaire a des liens avec les syndicats catalans et de nombreuses sections syndicales de Solidaire, ainsi que des sections syndicales de Force ouvrière, ont manifesté leur soutien par des motions à la libération des prisonniers politiques. Donc nous, on tenait énormément à ce que cet engagement syndical soit présent dans cette réunion et que Christian puisse témoigner là-dessus. Donc après les interventions de nos invités, nous prendrons, comme je vous le disais, les questions que vous nous ferez remonter par le chat ou via Facebook. Et donc, en fin de soirée, c'est notre camarade et amie Dominique Noguer, avocate, membre de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, que vous connaissez, qui a été observatrice au procès de Madrid en 2019, qui est très active dans notre collectif. C'est donc Dominique qui conclura la réunion. Et avant de passer la parole à nos invités, je voulais vous dire un mot sur le collectif. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent, d'autres pas. Nous n'existons pas depuis très très longtemps forcément, parce que la situation en Catalogne, elle s'est aggravée, beaucoup aggravée depuis 2017. Nous, on s'est constitué à la veille de l'ouverture du procès à Madrid en 2019, à l'occasion de la présentation à la presse des premières signatures, des premières centaines de signatures que nous avions recueillies auprès de personnalités françaises en faveur de la libération de prisonniers politiques. Nous étions des Catalans, des militants syndicaux, des citoyennes et des citoyens, des militants politiques. Et jusqu'à ce jour, nous avons réuni presque 16 000 signatures qui exigent la libération des prisonniers politiques. Nous renvoyons régulièrement, elles sont mises à jour sur notre blog et nous les envoyons à l'ambassade. Et donc, dans ce collectif, il y a des citoyens, des représentants d'organisations démocratiques politiques et de syndicats. Ce qui nous réunit, c'est 3 points. La libération des prisonnières et des prisonniers politiques, l'amnistie, le retour des exilés, l'abandon des poursuites, le respect des droits démocratiques et en particulier le droit à l'autodétermination, qui est inscrit dans la charte de l'Union européenne, je vous le rappelle. Nous avons organisé des réunions publiques d'information, notamment avec des avocats observateurs internationaux lors du procès de Madrid. Nous travaillons très étroitement avec nos camarades de l'ANC France et du CDR à Paris. Nous avons organisé ensemble des rassemblements devant l'ambassade d'Espagne et place de la République, très souvent avec la participation de parlementaires français. Des camarades corses ou des camarades de groupes régionaux ont été parmi les premiers à nous accompagner dans ces rassemblements, ainsi que les camarades du Parti communiste français, qui sont venus à plusieurs reprises. Nous essayons de faire circuler l'information sur la situation des prisonniers et des libertés démocratiques en Catalogne, notamment grâce à un blog que vous connaissez peut-être et maintenant avec notre nouvelle page Facebook. Nous voulons informer nos concitoyens sur la situation injuste et inacceptable que connaissent les prisonniers politiques et sur les menaces qui pèsent, à notre avis, en permanence sur les droits démocratiques et la démocratie en Catalogne. Nous voulons interpeller et provoquer des réactions auprès des militants et des organisations politiques françaises. Certaines participent en tant que telles à notre collectif. C'est le cas de Ensemble, du NPA, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, de PEPS, du POI et, quand ils le peuvent, des camarades du Parti communiste. Donc, évidemment, nous nous battons surtout pour la libération des prisonniers politiques et aussi grâce à Solidaire qui participe également à notre collectif, nous essayons de susciter, comme je vous le disais, des réactions syndicales ou de parlementaires. Et nous voulons tisser un réseau solidaire à tous les niveaux. Donc, nous voulons aussi essayer de susciter des réactions dans les villes, dans les conseils municipaux. Nous essayons, avec l'aide des forces politiques qui nous soutiennent, d'œuvrer à cela. Et nous espérons qu'un jour, des conseillers municipaux et des conseils municipaux qui pourront peut-être exprimer des vœux pour la libération des prisonniers seront en contact avec leurs pairs en Catalogne et notamment avec les maires persécutés à la suite du 1er octobre. Et évidemment, nous essayons de coordonner nos efforts avec les collectifs qui existent un peu partout en France. Il y a des collectifs qui existent à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, dans la région de Pau. Nous essayons de nous coordonner également avec l'ANC et le CDR. Voilà. J'espère que je n'ai pas été très longue, mais comme notre collectif est relativement récent, je tenais quand même à vous présenter un petit peu nos activités. Et écoutez, on va commencer la soirée par l'intervention de Leïla Chabi, qui donc, elle, va nous raconter un petit peu la bataille de Bruxelles, si l'on peut dire, la bataille qui a été menée contre la levée de l'immunité parlementaire. À toi, Leïla. Bonsoir à tous, merci Mariana.
Un grand merci au collectif pour la libération des prisonniers politiques catalans pour m'avoir invité et pour l'organisation de ce webinaire. Alors, donc moi, je suis députée au Parlement européen et pour tout vous dire, avant d'arriver au Parlement européen, donc en 2019, c'est mon premier mandat, je ne m'intéressais pas particulièrement à la question catalane. Je n'étais pas du tout même engagée sur cette question-là. Et quelques semaines après le début du mandat, j'ai rencontré Diana Riba, qui est une eurodéputée qui siège dans le groupe des Verts et qui vient du parti ERC. Et Diana, donc elle avait pris son bâton de pèlerin et elle allait faire le tour de tous les députés, de tous les groupes, pour nous expliquer que son mari, Raúl Romeva, était en prison, faisait partie des prisonniers politiques catalans. Mais elle faisait le tour, pas uniquement pour nous raconter ça, mais pour nous dire aussi qu'il manquait 3 personnes dans l'hémicycle. Il manquait 3 députés dans l'hémicycle, qui étaient 3 députés catalans. Donc là, on est avant même la question de l'immunité dont on a entendu parler dernièrement. Mais donc, dès le départ, moi, première chose qui m'indigne, qui me scandalise profondément, c'est qu'il y a 3 collègues qui manquent dans cet hémicycle, pas parce qu'ils sont en train de se dorer la pilule sur les côtes, sur les plages de la Costa Brava, mais parce qu'ils ont été élus comme moi, démocratiquement. Ils doivent représenter les citoyens européens, sauf que l'Espagne n'a pas envoyé leurs 3 noms à Bruxelles, et donc, ils n'ont pas droit de siéger. Donc, parmi eux, il y avait Carles Puigdemont et Toni Comín qui étaient en exil à Bruxelles, et puis il y avait Oriol Junqueras qui, lui, était en prison. Donc, c'est quand même première chose qui est scandaleuse, à ce moment-là. Donc, on se dit, mais je ne comprends pas, ils ont été élus comme moi je ne suis pas élu par le gouvernement de mon pays, je suis élu par des citoyens. Et là, il y a des citoyens qui ont voté pour des gens qui ont été élus démocratiquement, mais ils n'ont pas le droit de mettre les pieds, ils n'ont pas le badge qui leur permet d'entrer dans le Parlement, ils n'ont pas le droit de siéger. Donc, c'est d'abord cette anomalie démocratique qui moi, m'a indignée et puis m'a poussé à m'engager donc, dans la plateforme de dialogue Union européenne-Catalogne, donc, dont Diana Riba était une des principales animatrices à ce moment-là. Donc la première bataille, d'abord, c'était de se battre avec des outils juridiques pour faire en sorte que ces 3 collègues aient le droit d'être dans l'hémicycle. Avec un discours qui disait, mais nous, enfin, moi par exemple, mon souci, c'est pas l'indépendance ou pas de la Catalogne, c'est une question démocratique. Comment on peut afficher sur tous les murs que les valeurs de la démocratie, c'est une question centrale de l'Union européenne, et puis permettre comme ça à un État arbitrairement de décider quels sont les députés européens qui ont le droit ou pas de siéger. Il y a une procédure qui a été mise en œuvre, et c'est la Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2019, donc qui indique à quel moment on est député européen. Est-ce qu'on est député européen au moment où les citoyens ont décidé de voter pour vous, au moment des élections, ou est-ce qu'on est député européen au moment où l'État, où vous avez été élu, envoie la liste des députés à Bruxelles? La Cour de justice de l'Union européenne dit, en décembre 2019, vous êtes député européen à partir du moment où les électeurs ont décidé que vous l'étiez. Donc, à partir du moment du jour des élections. Ça change une chose importante pour les 2 députés qui étaient en exil, Carles Puigdemont et Toni Comín, parce qu'à partir de ce moment-là, donc, ils ont droit d'aller faire leur badge, ils sont officiellement des députés européens, ils ont le droit d'aller au bureau d'accréditation au Parlement à Bruxelles et donc de rentrer dans l'hémicycle. Donc, ils sont députés, ils ont droit à une immunité parlementaire en tant que députés. La question se pose ensuite pour Oriol Junqueras. Comment ça se fait qu'il est en prison? C'est un collègue qui a été élu démocratiquement. S'il est élu député européen, s'il est, comme l'a dit la Cour de justice de l'Union européenne, député européen, puis ensuite, comme le confirme David Sassoli, le président du Parlement européen, en disant on prend acte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc à partir de ce moment-là, il doit bénéficier lui aussi de l'immunité parlementaire, donc il n'a rien à faire en prison. Sa place est dans l'hémicycle avec nous. Pour autant, lui, il reste et il est, comme vous le savez, toujours en prison. Donc là, à ce moment-là, donc moi, je décide de m'engager dans la plateforme de dialogue Union européenne-Catalogne avec vraiment un discours qui est de dire qu'on ne peut pas se permettre, au sein de l'Union européenne, on fait souvent la leçon à la Hongrie, à la Pologne, sur le manque de respect des valeurs démocratiques. Et on ne peut pas tolérer qu'au sein de l'Union européenne, on ait des États, comme l'État espagnol, qui, pour résoudre des conflits politiques, utilisent la persécution judiciaire. Parce que c'est exactement de ça
dont il est question. Alors, comme tu le disais, Mariana, donc on décide de monter une délégation et puis d'aller rendre visite aux prisonniers politiques en Catalogne, à la prison de Lledoners. Alors, avec nous, il y a essentiellement des députés du groupe des Verts et du groupe donc, de la gauche, c'est le groupe de la gauche unitaire européenne. On vient de changer de nom, donc c'est le groupe de la gauche maintenant, ça s'appelle, c'est plus clair. Et il y a des Irlandais, il y a un Corse, il y a des gens de Suède, de République tchèque, d'Estonie et donc bien sûr de France. On met de côté nos divergences politiques, on n'est pas des mêmes groupes. Bon, on aimerait d'ailleurs que ça aille au-delà, plutôt parce que pour vous dire la vérité, c'est plutôt des députés du groupe des Verts et donc du groupe de la gauche. Mais là, la question, c'est vraiment remédier à cette question qui est un enjeu démocratique. Il ne s'agit pas de s'ingérer dans les questions espagnoles. Notre job, ce n'est pas de nous mêler, de faire de l'ingérence dans l'État espagnol, mais bien de traiter une question démocratique qui concerne toute l'Union européenne. Et alors, quand en janvier 2020, juste avant la crise du Covid, moi, je rends visite donc, avec cette délégation aux prisonniers politiques, au mari de Diana, à Raoul, il y a Oriol Junqueras, il y en a toute une série d'autres. Ça a été vraiment un moment très fort parce qu'on a en prison des gens qui pourraient être vos collègues, qui devraient être vos collègues, comme Oriol Junqueras, qui auraient pu être votre collègue, comme Raoul Romeva, qui a été député européen pendant un moment, et dont la place n'est pas en prison. Et qu'est-ce que vous disent ces prisonniers? Ils vous disent, nous, il y a une seule chose qu'on demande, c'est une table de négociation. C'est à ce qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve une solution politique, pacifique, à un problème qui est un problème politique. Et notre place n'est pas en prison. Et ça, donc du coup, c'est vrai que ça pose question, ça me fait me poser des questions. Et ensuite, donc, je voudrais revenir sur la question de quelques mois plus tard. Donc, il y a une bataille judiciaire qui se mène. Et donc, arrive aux oreilles de certains qu'évidemment, le fait d'avoir deux eurodéputés en Belgique qui sont en exil et qui ont le droit de siéger, ça pose problème. Donc là, on décide le Parlement européen lance une procédure de levée d'immunité parlementaire. Alors, des procédures de levée d'immunité parlementaire, il y en a régulièrement au Parlement européen, où on est appelé à voter parce que tel ou tel député, comme c'était le cas lors de la dernière session plénière, a grillé un feu rouge. Et donc, pour que, ben voilà, parce que l'immunité ne sert pas à être complètement préservée du droit commun et puis à permettre aux gens de frauder la loi, mais au contraire, elle a grillé un feu rouge, donc ben voilà, on décide de voter pour la levée de son immunité. Généralement, ça se vote à une très très large majorité. Mais on n'est pas dans le même cas. Quand on est sur la question de la levée d'immunité, donc de Tony Comín et de Carla Ponsati, qui a remplacé Oriol Junqueras après qu'il ait été déclaré qu'il n'avait pas le droit de siéger et que finalement, il n'était pas député européen. Et puis, Carles Puigdemont, le mardi 9 mars 2021, le Parlement européen vote la levée d'immunité. On a été un certain nombre à le dire, une journée noire pour la démocratie et l'état de droit dans toute l'Europe. Cette levée d'immunité, elle avait été dénoncée par l'ONU, par Amnesty International, par la Fédération internationale pour les droits humains. Elle avait été dénoncée parce que là, on n'était pas dans le cas où on va lever l'immunité parce que Carles Puigdemont a grillé un feu rouge. Non, on était dans le cas où l'immunité a été justifiée. Parce que pourquoi il existe cette procédure, pourquoi il existe une immunité, un principe d'immunité? Parce que quand on est élu, on doit pouvoir agir dans un cadre démocratique sans se voir menacé par des persécutions judiciaires, sans risquer de se retrouver en prison. On doit pouvoir exercer librement un mandat sans s'exposer à des poursuites arbitraires ou politiques. Et là, on est tout à fait dans ce cas-là avec les 3 élus dont la demande d'immunité avait été demandée. Sur la procédure, je voudrais dire un mot sur la procédure de levée d'immunité. Elle a été entachée par 4 irrégularités. Donc la procédure, elle est d'abord traitée avant de passer, d'être votée en assemblée plénière par les 700 députés. On passe d'abord par les commissions. Là, c'est la commission des affaires juridiques qui devait traiter l'histoire. Et le rapporteur des 3 textes, il y a un texte pour chacun des eurodéputés concernant la levée d'immunité. Le rapporteur des 3 textes, il est du même groupe politique
que Vox, le parti d'extrême droite espagnol. Donc, on a affaire à un rapporteur d'extrême droite. Première irrégularité. Deuxième chose, il y a 3 textes. Normalement, ça devrait être réparti au sein de 3 rapporteurs différents, ce qui permettrait d'avoir une diversité au moins de points de vue. Parce que si on en a un qui est du même groupe que Vox, on peut imaginer qu'on va en avoir un autre des Verts et un autre des socialistes. Là, non. Deuxième chose, on avait un seul rapporteur pour les 3 textes. Troisième chose, donc la commission des affaires juridiques, dont je vous disais que c'était elle qui avait en charge le traitement de la demande d'immunité. Son président, c'est un Espagnol, un député espagnol, qui est membre du parti Ciudadanos, dont on sait que dont on connaît les positions vis-à-vis des questions catalanes. Et ensuite, la 4e irrégularité, c'est qu'il y a eu des fuites dans la presse espagnole. Le rapport, avant qu'il soit public, ont donné lieu à des fuites, alors que moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand on essayait d'avoir les informations auprès des conseillers du secrétariat de la commission des affaires juridiques, on nous disait qu'on ne pouvait rien nous dire, même si on était en face à face ou au moins en communication, enfin qu'on n'était que 2, on nous expliquait bien qu'on ne pouvait rien dire parce qu'il y avait ces questions de confidentialité. Ensuite, on a les rapports qui se retrouvent dans la presse. Donc, malgré ces irrégularités-là, on a assisté en fait à une alliance objective donc, entre des conservateurs du Parlement, voire des gens d'extrême droite, entre des députés de Renew, donc le groupe centriste par la voix de Ciudadanos, et entre des socialistes, pour livrer 3 élus aux poursuites d'une justice instrumentalisée. Alors, pour conclure, d'abord, je voudrais relativiser donc, le vote qui a eu lieu le 9 mars 2021, parce qu'en général, les demandes d'immunité, comme je vous disais, elles se font quasiment à l'unanimité. Hein. Sur 700 députés, vous allez avoir 650 pour. Or, là, on voyait quand même que pas mal de députés se sont posés des questions. La levée d'immunité, elle a été approuvée, mais seulement 400 eurodéputés ont voté pour, 248 contre, et il y a eu 45 abstentions. Ça signifie qu'il y a un certain nombre de personnes élues au Parlement européen qui se sont bien aperçues qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Peut-être qu'ils n'étaient pas tous favorables à l'indépendance de la Catalogne, mais déjà, ils se sont dit, il y a un problème déjà de procédure dans la façon dont ça a été fait. On a, donc, comme je vous disais, donc, le président de la commission des affaires juridiques de Ciudadanos, le rapporteur de Vox, ça fait beaucoup de choses, la présidente du groupe socialiste au Parlement européen, qui est espagnole aussi. Donc forcément, il y a des intérêts comme ça. Et puis ensuite, surtout, je pense que de plus en plus de députés, d'élus, mais il me semble que c'est aussi le cas dans l'opinion publique, s'aperçoivent, et là pour revenir plus à la France, que on ne peut pas aller faire la leçon, des leçons de démocratie comme ça, à tout va, en Europe de l'Est, à la Russie ou même ailleurs, et pas regarder ce qui se passe à côté de chez nous. Et qu'il y a réellement un problème démocratique. On ne peut pas instrumentaliser la justice à des fins politiques, persécuter judiciairement des opposants politiques. Quand on est en démocratie, les choses doivent se régler par le dialogue politique. Et ça, je pense que c'est une idée qui avance et que de plus en plus de citoyens, de citoyennes s'aperçoivent que l'enjeu principal dans la question catalane, il est là. Et je pense, que ce sera enfin pour finir un mot d'optimisme, il me semble que c'est aussi comme ça dans l'opinion française que je pense on va convaincre de plus en plus de personnes à s'attarder sur cette question-là et à militer pour la libération des prisonniers politiques catalans, pour l'amnistie et pour l'autodétermination de la Catalogne. Merci beaucoup, Leïla. C'est des paroles d'optimisme, hein, battantes et d'optimisme. Ça fait du bien, là, en ce moment. Avant de passer la parole à Sébastien Nadeau, je voulais saluer la présence d'un confrère journaliste, Josep Reixac, de VilaWeb. Donc, c'est super parce que ça veut dire que, en Catalogne, les prisonniers, ceux qui se battent là-bas, vont savoir qu'on organise des choses ici et que vous êtes un certain nombre, parlementaires, syndicalistes, citoyens, à être aux côtés du peuple catalan. Sébastien, on vous écoute. Votre témoignage sur l'Assemblée nationale et sur l'appel qui en était sorti en janvier. Merci Mariana. Merci Laïla parce que c'était très clair, en tout cas pour moi, et puis ça va m'éviter de
d'aborder à nouveau tous les éléments dont tu as parlé. Et cette journée noire pour la démocratie, je trouve que c'est une bonne manière de résumer cette levée d'immunité parlementaire. Bravo au collectif, parce que l'engagement dans un juste combat, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est remarquable. Donc vraiment, ce collectif, il a bien lieu d'être et moi je suis vraiment avec la volonté de pouvoir aider à ma mesure dans ce qui viendra. Alors je suis à Toulouse et j'en profite pour saluer Gérard Onesta qui est pas très loin, je pense, et qui a une grande antériorité et beaucoup plus d'expérience que moi dans le combat dont on parle aujourd'hui. Et puis, un petit bonjour à Ignazi Fortuny, là, que je vois également, puisque je me suis un petit peu cultivé sur le sujet à travers les livres qu'il a écrits et qu'il m'a donnés il y a quelque temps. Voilà. Tout simplement, on est sur une problématique qui a trait à des Catalans, à des prisonniers, à des gens qui ne peuvent pas bénéficier d'un état de droit plein et entier. Et si c'est quelque chose, moi, que j'ai voulu amener à l'Assemblée nationale, c'est parce que, de manière différente, bien évidemment, mais la France connaît des problématiques qui sont assez semblables, que ce soit sur la question de l'indépendance de la justice, où manifestement c'est un problème fort concernant les prisonniers politiques catalans, que ce soit sur les questions de liberté, où on a bien l'impression qu'on assiste d'une manière générale à une période où il y a une régression des libertés, un petit peu dans tous les sens du terme et en tout lieu. Et puis, cette question de l'état de droit. Alors, bien sûr, il y a le droit à l'autodétermination qui me semble extrêmement important et qui est un sujet fort, mais qui est un des éléments du droit et de l'état de droit qui pose problème à travers les prisonniers, à travers la levée d'immunité, à travers le rapport conflictuel entre Catalogne et puis pouvoir central à Madrid. Alors, pour passer, ça se mettra, je dirais, dans le décor, cette question de la levée de l'immunité parlementaire. La mobilisation à l'Assemblée nationale, elle date déjà un petit peu, elle a tardé à réussir on va dire, à mobiliser suffisamment et puis à attirer l'attention. Moi, j'ai organisé à la fin de l'année 2020 une rencontre d'abord avec Roger Torrent pour qu'il m'explique un petit peu la situation du Parlement, puisqu'il y avait ce moment où des élections allaient arriver. J'en ai profité pour organiser une rencontre entre une quinzaine de parlementaires français de 8 groupes politiques différents de l'Assemblée nationale, avec des parlementaires du Parlement de Catalogne. Donc ça a été assez intéressant parce qu'on s'est retrouvé avec des parlementaires catalans qui débattaient ensemble des sujets qu'on évoque aujourd'hui, avec des points de désaccord très forts, hein, puisqu'il y avait des parlementaires de Ciudadanos. Et c'est vrai qu'on a assisté à quelque chose, on s'est dit, oulala, il y a une conflictualité qui est extrêmement forte au niveau du Parlement. Et pour beaucoup de parlementaires français, c'était quand même découvrir qu'il y avait un problème très très sérieux. Parce que si entre parlementaires, on est à ce stade de nervosité dans l'échange, on comprend bien que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Moi, j'ai pu échanger avec, dans l'ancienne formation avec des parlementaires de tous les groupes qui étaient alors au Parlement, ce qui m'a permis un petit peu d'avancer sur la construction de ce qui se passait en Catalogne. Et donc au moment où il y avait où allait arriver cette question de la levée de l'immunité, j'ai écrit une tribune qui a été publiée dans Le Monde qui s'appelait « L'Union européenne voudra-t-elle se regarder dans le miroir
de l'état de droit. Et finalement, il y avait ce raisonnement, c'est que si le pouvoir d'un pays peut décider que des parlementaires européens sont légitimes ou pas à siéger au Parlement européen, moi, la traduction, c'est le prochain coup, si c'est Emmanuel Macron, ou si c'est Marine Le Pen, ou qui sais-je, qui est élu, pourra décider que Laïla n'a plus rien à faire au Parlement. Et pardon, ça paraît être un résumé ou voire un glissement, mais c'est la réalité et c'est comme ça que moi j'ai vu les choses. Et par ailleurs, il se trouve que parmi les parlementaires, Oriol Junqueras au premier titre, moi, c'était quelqu'un qui me représentait au Parlement européen et je trouvais que c'était un de ceux qui me représentait le mieux par rapport à ce que j'avais dans ma tête. Donc, je trouvais que c'était quelqu'un de très bien. Et donc, voir qu'il n'a pas pu exercer son mandat pour des raisons qui sont des raisons politiques, comme l'a très bien expliqué Laïla, c'est un problème qui me paraît plein et entier et qui renvoie à l'articulation entre le pouvoir d'un État et l'Union européenne, avec des problématiques juridiques qui sont extrêmement complexes, mais qu'on ne peut pas ignorer et sur lesquelles il faut bien rentrer. Donc, l'action au Parlement français, ça a été déjà d'essayer de mettre en lumière le problème qui était assez méconnu, ce qui m'a amené à poser une question au gouvernement, là, dans l'hémicycle, question que j'avais posée au ministre de la Justice, puisque il assistait 2 jours après la levée d'immunité parlementaire, il assistait à une réunion des ministres de la Justice des États membres de l'Union européenne, et c'était pour revoir toutes les questions relatives à l'état de droit. Donc je pose ma question au ministre de la Justice, et croyez-vous que c'est le ministre de la Justice qui me répond? Non, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et qui m'apporte une réponse complètement à côté de la plaque, en m'expliquant que Tony Cumin, Clara Ponsati et Carlos Puigdemont, il ne fallait pas se plaindre, ils avaient déjà été condamnés, etc., etc. Donc, en plus, avec un tissu d'erreurs, si ce n'est pas des mensonges, en tout cas un tissu d'erreurs dans la réponse du ministre des Affaires étrangères, et avec une geste qui dit ce n'est pas nos affaires, ce sont des affaires internes à un État souverain, on n'a pas à s'en mêler. Qui est un argument qui est totalement insatisfaisant, que ce soit pour la question de la levée de l'immunité, mais que ce soit aussi, et je crois que Olivier Peter en parlera mieux que moi, mais que sur les libertés dans un pays membre de l'Union européenne. Donc, pour avancer un petit peu, après ma question au gouvernement, ça a mobilisé un petit peu au moins le questionnement de certains parlementaires qui n'étaient pas du tout informés. Il faut avoir en tête qu'il y a des parlementaires pour qui, s'il y a des Catalans en prison, c'est parce que ce sont des terroristes. Et avec un rapprochement assez nébuleux de se dire ils ont dû faire exploser des bombes ici ou là, ou des choses comme ça. On en est à ce stade-là quand même. Et si des parlementaires ont à peu près ça en tête, ça veut dire qu'il y a pas mal de Français pour qui c'est une ignorance assez pleine et entière sur le sujet. Donc il y a ce travail qui est à mener et que moi j'essaye de mener parmi d'autres au Parlement français. Je suis allé effectivement le jour de l'élection de Laura Borràs comme présidente du Parlement de Catalogne à Barcelone. Donc j'ai pu échanger avec elle dans ses premiers pas à cette fonction. Ce qui m'a permis aussi de discuter à nouveau avec des représentants d'à peu près tous les groupes. J'exclus Vox, avec qui il ne m'est pas possible d'avoir d'échanges compte tenu de mon parcours et de ce que je peux avoir dans ma tête. Mais ça m'a permis de voir que
Les crispations restaient pleines et entières. J'ai eu des échanges avec un parlementaire socialiste. J'ai vu qu'il y avait des points de blocage qui étaient absolument terribles. Et donc, il y a bien un combat. Il y a bien un combat à continuer de mener. Et je vais terminer là-dessus un petit peu sur les pistes sur lesquelles je travaille au Parlement. D'abord, je suis dans le groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, comme tu l'as dit, Mariana, tout à l'heure. C'est le groupe qui a porté le texte sur les langues régionales autour de Paul Molac. Donc, on a vraiment, sur les questions de l'autodétermination, un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, donc je n'ai pas signé la charte récente, mais qui est tout à fait intéressante. Et à travers ce groupe, on a un petit peu d'entraînement avec d'autres groupes. Et l'idée est d'aboutir à une résolution au Parlement français. Une résolution, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation au gouvernement à réfléchir sur un sujet. Donc, c'est pas un remède magique, mais c'est quand même une manière de porter à la connaissance beaucoup plus de la situation, et avec l'idée qu'on voudrait que cette résolution vienne devant commission des affaires européennes, commission des lois, ça c'est pas encore clair, autour du 1er octobre. Voilà, avec cette idée qui est concertée avec des députés européens, avec Carlos Puigdemont, avec qui j'échange régulièrement. Je voulais ajouter qu'il y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il y a aussi une question de dignité humaine. Et c'est un sujet sur lequel je suis beaucoup attaché. Moi, j'ai rencontré Carme Forcadell lors de mon dernier passage au Parlement de Catalogne. Et véritablement, voir quelqu'un comme ça, qui doit retourner en prison. En plus, très récemment, on a rendu un petit peu plus difficile ses possibilités de sortie, etc. Quand on a un échange, on va dire, un petit peu conséquent avec une personne comme ça, et qu'on se dit qu'elle a autant de prison à faire, vraiment, moi, j'y vois une atteinte à la dignité humaine, et donc vraiment un problème extrêmement fort que je mets en parallèle avec la situation je suis plusieurs prisonniers politiques en Afrique, et où vraiment il y a quelque chose qui se passe qui est en dépit du bon sens. Pour terminer, il y a quelque chose sur lequel moi je vais être amené à travailler, puisque je vais prendre la présidence d'une commission d'enquête. Donc c'est là où on a plus de moyens quand on est parlementaire pour contrôler l'action du gouvernement. Et cette commission d'enquête, elle est sur les migrations, les conditions de vie et l'accès aux droits des migrants, des exilés, des apatrides. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui va interroger très fortement l'articulation entre les justices nationales et la justice européenne. Donc, à travers ce sujet-là, je pense qu'il y aura des moments où il y aura nécessairement un regard et voire des investigations côté de l'Espagne, notamment parce que l'Espagne et va être encore plus fortement impactée par des problématiques autour des migrants qui arrivent tout droit de la crise du Sahel. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs lieux de combat. Il y a un combat démocratique, il y a un combat sur l'état de droit, et puis il y a aussi un combat pour que l'Union européenne, qui a toutes sortes de qualités dans ces textes, avec bien sûr des défauts, mais il faudrait quand même qu'on arrive à ferrailler pour que le droit qui est inscrit dans l'Union européenne, celui qui permet de mieux vivre ensemble, soit à minima respecté. Donc je pense qu'il y a plusieurs chantiers, et je serais ravi de pouvoir, quand ce sera vraiment rendu possible, aller visiter également les prisonniers. Je pense que c'est des moments
qui permettent de mettre en tension, parce qu'on utilise les médias comme tout le monde, etc., mais qui permettent de mettre en tension qu'il y a des individus derrière tout ça qui sont vraiment massacrés, et pour une espèce de raison d'État qui ne fonctionne plus de nos jours. J'en dis pas plus parce que je suis déjà très très bavard, mais le sujet me passionne. Merci Sébastien, merci pour votre intervention, pour votre engagement, et je pense qu'il y aura des chantiers sur lesquels on va très vite se retrouver à l'Assemblée avec les camarades européens. Je salue, donc vous avez dit un mot, on salue la présence de Gérard Onesta, qu'on voit très souvent dans nos réunions de collectif. C'est quelqu'un qui nous suit de très très près, qui était ancien vice-président du Parlement européen, élu en Occitanie, et qui suit de très très près cette affaire, comme vous deux, qui a rendu à plusieurs reprises visite aux prisonniers, qui a été observateur lors du scrutin, qui était observateur lors du scrutin du 1er octobre. Et donc, je donne la parole à Olivier Peter, qui va développer un peu plus votre conclusion sur ce déni d'humanité, non seulement un déni de démocratie, mais ce déni d'humanité que représente l'existence des prisonniers politiques. On vous écoute, Olivier. Merci, bonsoir. Merci au collectif pour votre travail déjà et de me donner la parole. Disons, c'est une situation très complexe, la situation catalane. Depuis Genève, ça fait quelques années que je peux la suivre. J'ai pu rencontrer Jordi, échanger longuement avec lui, mais finalement, on peut résumer, pour débuter, que ce soir, pendant qu'on parle, à quelques centaines de kilomètres de où nous sommes, dans un État démocratique européen qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez 9 opposants politiques qui dorment en prison depuis des années, loin de leur famille et de leurs proches. Toutes ces personnes, à ma connaissance, élus, leaders pacifiques, qui dorment en prison en Europe ce soir, sont en Espagne. Là est pas le problème, mais une partie du problème. Ces personnes sont l'ancien vice-président du gouvernement catalan, les anciens ministres, l'ancienne présidente du Parlement et les leaders des 2 principales organisations de la société civile catalane, Jordi Sánchez et Jordi Cuixart. Alors, on pourrait trouver 1000 exemples, mais imaginez-vous les 2 présidents des principales organisations de défense de droits civils françaises en prison depuis 3 ans et demi. Parce que c'est ça la réalité qu'on a découvert, que j'ai découvert en Catalogne et qui est là depuis 3 ans et demi. Alors, on fait ce qu'on peut, mais probablement on devrait être un peu plus nombreux et nombreuses au vu de la gravité des faits. Ces personnes purgent des peines de 9 à 13 ans de prison ferme pour avoir manifesté pacifiquement ou soutenu l'organisation d'un référendum auquel ont pris part plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions de personnes ont légitimé politiquement et démocratiquement les actes de ces personnes, et pour cela, elles étaient dangereuses, et pour cela, elles ont été condamnées. Elles ont été condamnées par un tribunal d'exception dans le cadre d'un procès politique qui s'est construit sur les ruines des droits fondamentaux. J'interviens ce soir comme membre de l'équipe de défense de Jordi Cuixart, donc je me permets 2 mots supplémentaires sur sa situation. Jordi est président de Òmnium Cultural, une ONG fondée sous la dictature pour la défense de la culture et des droits sociaux, une ONG qui compte aujourd'hui 180 000 membres. Paradoxalement, pendant qu'on exerçait la défense au procès de Madrid, chaque fois que Jordi intervenait dans la salle, il y avait des milliers de personnes qui en soutien de mes membres d'Òmnium Cultural. Et on aimait bien cette image où l'État essaye, par la répression, de contraindre Jordi Cuixart au silence et en réalité ne fait autre que le renforcer et renforcer sa cause. Jordi Cuixart et Jordi Sánchez sont 2 activistes de la société civile. Ils sont les premiers à être envoyés en prison à l'automne 2017. Ça aussi, c'est important. C'est les personnes qui organisaient les manifestations, c'est les personnes qui pouvaient mobiliser des dizaines de milliers de personnes pacifiquement dans la discipline et pour l'exercice des droits fondamentaux, qui les premiers ont été emprisonnés et, à part quelques permissions, ne sont pas sortis de prison depuis 3 ans et demi. Amnesty International, Frontline Defenders, le Pen Club International, l'Organisation mondiale contre la torture, le groupe de travail des Nations Unies contre les détentions arbitraires ont tous déclaré que l'emprisonnement des Jordi était arbitraire, que les actes reprochés relevaient de l'exercice de la liberté de réunion pacifique et d'expression et que ces personnes devaient être immédiatement libérées. Le Conseil de l'Europe
a reconnu Jordi Cuixart comme un défenseur des droits de l'homme, selon la Déclaration des Nations Unies, victime de représailles pour son engagement en faveur des droits fondamentaux. L'Espagne a reçu ces courriers, a lu ces rapports et a tout simplement décidé de les ignorer. C'est important de le souligner parce qu'au moment disons, des faits, on disait c'est Rajoy, c'est la droite espagnole, c'est les héritiers du franquisme qui emprisonnent les démocrates. Jordi a passé plus de temps en prison sous un gouvernement de gauche, des socialistes et de Podemos, que sous un gouvernement de droite. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de la droite espagnole, ça va plus loin. Le député Nadeau a parlé de dignité, c'est important dans cette affaire, dignité, humanité. Au-delà de toutes les considérations politiques, Jordi Cuixart a 2 enfants. Le premier, Amat, a vu son père incarcéré alors qu'il avait 6 mois. Alors que Amat avait 6 mois, son père s'est rendu à une déclaration judiciaire pour parler de l'organisation d'une manifestation pacifique. Il a aujourd'hui 4 ans et son père est toujours en prison. Le deuxième enfant, Camille, est né en automne 2019. Il n'a jamais vu son père en liberté. Et ça, parce qu'il a soutenu des manifestations et un référendum pacifique sous un gouvernement du Parti socialiste et de Podemos. Le problème n'est pas uniquement dans le prononcé de peine de 9 à 13 ans de prison, mais aussi dans les conditions d'exécution. En application du droit pénitentiaire espagnol, tous les prisonniers catalans pourraient accéder à un régime de semi-liberté. Les prisons ont rendu des rapports favorables. Jordi est une personne assez incroyable, il aide tout le monde, il anime des ateliers de poterie dans la prison, il écrit, il fait, disons, c'est un peu les prisonniers qu'on rêve dans certaines prisons. Les rapports sont très favorables. Malgré cela, les décisions initiales d'octroyer la semi-liberté ont fait l'objet d'un recours par le parquet, dont la chef a été nommée par le gouvernement socialiste. On peut discuter de l'indépendance ou de l'indépendance du parquet. Le parquet est probablement quand même un peu indépendant, mais une personne nommée par le gouvernement socialiste s'oppose au régime de semi-liberté pour les prisonniers. Le régime, suite à ce recours, le régime a été refusé par la raison du refus, c'est que les prisonniers ne se seraient pas ouvertement repentis pour les actes qu'on leur reproche et n'auraient pas fait amende honorable en reconnaissant le caractère illégal des manifestations et du référendum. Donc, on dit à un leader social emprisonné, soit tu reconnais qu'organiser des manifestations, c'était mal, et tu t'engages à ne plus organiser des manifestations pour l'indépendance, soit tu restes en prison. Et ça, c'est du chantage, en plus, en sachant que ses enfants, en fait, il doit choisir entre ses enfants et ses convictions. C'est le summum de l'inhumanité. En plus, la procédure est encore en cours, j'y reviendrai, mais on demande à un prisonnier de reconnaître qu'il est coupable, alors que cette personne conteste sa condamnation dans une procédure pendante et que les arguments que l'on soulève devant le tribunal constitutionnel et très vraisemblablement devant la Cour européenne sont les mêmes que ceux adoptés par les principales organisations de défense des droits fondamentaux. Donc, on dit à un leader social, il ne faut pas que tu tiennes le discours d'Amnesty International. Si tu dis ce que dit Amnesty International, tu restes en prison. Ça, c'est la situation de Jordi et des prisonniers. D'une manière plus générale, la situation de ces 9 personnes n'est que la pointe de l'iceberg. Le problème est bien plus vaste. Vous avez les exilés, Anna Gabriel et Marta Rovira en Suisse, Clara Ponsati en Écosse, Louis Puig, Carles Puigdemont, Tony Comín en Belgique et d'autres. On rappellera aussi Valtonyc en Belgique et puis Andrea qui a passé longtemps en Belgique aussi. Vous avez toutes les personnes visées par des procédures pénales en lien avec le référendum et des manifestations. Alors, tenez-vous bien, c'est 3300 personnes qui, depuis 2017, sont poursuivies, jugées ou condamnées pour des faits en lien avec le référendum ou la lutte pour la libération des prisonniers. 3300 personnes en Catalogne, donc qui compte 7-8 millions d'habitants et habitantes. Donc, mettez la proportion à la France ou à la Suisse, c'est assez incroyable. Il y a aussi une autre face de la médaille, parce que, évidemment, la répression par le pouvoir contre les indépendantistes ou les personnes qui les défendent s'accompagne de l'impunité pour l'autre banc. Et donc, notamment la police espagnole. Le 1er octobre 2017,
lors du référendum. La police espagnole est intervenue très violemment. Vous avez certainement vu ces images, vous les connaissez. Plus de 1000 personnes ont été blessées. C'est des données du service public des hôpitaux catalans. 3 ans et demi plus tard, personne n'a été condamné. Il y a eu 650 plaintes. 3 ans et demi plus tard, personne n'a été condamné. Alors, comparaison n'est pas raison, mais on a vu le procès de George Floyd. Moins d'1 an plus tard, la personne est condamnée dans une affaire extrêmement complexe. Là, vous avez les images. 3 ans et demi plus tard, aucune condamnation. Et ça, parce que le parquet ne veut pas de ces condamnations. Ceux qui soutiennent le vote des années en prison, ceux qui brisent des doigts et des côtes de votants pacifiques, ils ont droit à l'impunité sous un gouvernement socialiste. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? D'une part, des démarches juridiques. Le cas de Jordi et celui des autres prisonniers est actuellement pendant devant le tribunal constitutionnel. Et ensuite, au vu des positionnements exprimés par certains juges, on s'attend à des arrêts qui confirmeront la condamnation. Et donc, il faudra aller à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un détail, mais sur les 11 juges, il y en a eu 2 qui ont dû être récusés parce que dans le cadre de conférences publiques, ils ont exprimé ouvertement leur adversion et leur opposition aux indépendantistes et la considération que ces personnes étaient des criminels. Donc, on en a récusé 2 parce que 2 ont parlé publiquement. On ne sait pas ce que pensent les autres, mais on peut avoir une petite idée. Donc ça, c'est le tribunal constitutionnel qui va statuer sur nos recours. Et ensuite, on ira à la Cour européenne, comme déjà dit. Ça, c'est la démarche juridique. Il y a aussi des démarches politiques. Quand on parle de 3300 personnes, ça démontre qu'il s'agit d'une cause générale et collective qui exige une solution qui soit générale et collective. Et cette solution n'a qu'un seul nom, c'est l'amnistie. Plusieurs initiatives ont été déployées dans ce sens. Omnium participe, mais tous les partis indépendantistes catalans les soutiennent. En décembre 2020, le Parlement de Catalogne a voté à la majorité une résolution en faveur d'une loi d'amnistie pour les faits en lien avec le mouvement, avec le référendum et ce qui s'est suivi. Cette résolution a été suivie par le dépôt d'une proposition de loi au Parlement espagnol. Alors, tenez-vous bien, la proposition de loi au Parlement espagnol n'a même pas pu être débattue parce que les partis espagnols ont refusé que le Parlement aborde cette proposition considérant qu'elle était inconstitutionnelle. Dans ce cas, le Parti socialiste a voté avec le Parti populaire et avec Vox. Ce n'est pas la première fois, ça arrive malheureusement assez souvent. Puisque le Parlement ne veut pas entendre ces propositions, alors la mobilisation populaire se construit par le droit de pétition. Omnium a lancé une campagne qui s'appelle Amnistie maintenant et a déjà récolté 250 000 signatures en faveur de l'amnistie pour cette pétition qui sera ensuite soumise. On parle de l'amnistie. L'amnistie n'est pas la solution, mais c'est qu'une partie de la solution. Comme dans tous les conflits qui ont un lien avec le droit à l'autodétermination, elle permet de résoudre en quelque sorte les conséquences de la répression, mais la violation, la question relative au droit à l'autodétermination ne peut pas être résolue par l'amnistie, mais exige aussi d'autres solutions politiques. C'est pour ça que Omnium revendique l'amnistie et l'exercice du droit à l'autodétermination. Quelles attentes envers la solidarité internationale? Qu'est-ce qu'on peut faire depuis l'étranger? Moi, je vous parle de Genève, je suis peut-être un peu plus impliqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'une part, c'est ce qu'on fait ce soir, ne pas oublier les prisonniers, en parler dès que possible. Il y a aujourd'hui au moins 9 prisonniers politiques en Europe, dans un État avec un gouvernement de gauche. On siège, on rencontre, on est confronté à ces personnes, à leurs proches, souvent. On ne peut pas faire comme si rien n'était. On ne peut pas normaliser cette situation, on ne peut pas les oublier. Ce qui est fait ce soir, et au nom de la défense de Jordi Omnium Cultural, il faut le dire, on est grandement reconnaissant, c'est très important, il faut continuer. Deuxièmement, il faut être conscient qu'il s'agit d'un problème européen. Il ne s'agit pas d'une affaire interne à l'Espagne, mais d'un problème de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Demain, nous saisirons la Cour et concrètement, si la Cour européenne devait valider la condamnation de Jordi Cuixart, l'extrême droite qui s'approche du pouvoir dans de nombreux États européens aura les mains libres pour exprimer encore plus durement les mouvements démocratiques. Alors, imaginons-nous que demain, la Cour européenne dise « Oui, on a le droit d'emprisonner le président d'une association pour avoir organisé une manifestation pacifique
et pour avoir appelé les gens à calmement soutenir un référendum. Si on a le droit de prononcer une peine de 9 ans de prison pour des actes qui relèvent de l'exercice de la liberté de réunion pacifique, c'est la porte ouverte à l'arbitraire et ce serait une honte continentale. C'est pour ça que ça a été dit, et la formule est juste, la situation des droits dans le conflit catalan est le miroir de l'état de droit dans l'Union européenne et dans les États du Conseil de l'Europe. Permettre à l'Espagne d'emprisonner les opposants politiques et de les maintenir en détention pour des actes pacifiques et conformes à leur mandat, c'est créer un précédent extrêmement dangereux qui se retournera contre toute la gauche et les démocrates européens. Il faut aussi être conscient, depuis l'étranger, qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un conflit entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais que l'extrême droite joue un rôle extrêmement important dans ce conflit et elle se trouve à l'accusation. La procédure pénale contre les indépendantistes débute par une plainte déposée par le mouvement d'extrême droite Vox. Vox a été admis comme accusation dans le procès. J'étais à Madrid, j'étais dans la salle, il y avait la défense et des démocrates d'une part, et de l'autre, le ministère public, l'avocat de l'État du gouvernement socialiste et Ortega Smith, un député de Vox, à l'accusation. Gouvernement socialiste, extrême droite et ministère public siégeaient côte à côte pour demander la condamnation de démocrates et de leaders sociaux. L'extrême droite est également très présente en Espagne, dans les juridictions, en particulier dans les juridictions centrales, et dans la police qui a agressé les votants et les votantes du 1er octobre. Lutter pour la défense des indépendantistes et de Jordi et des droits démocratiques en Catalogne, c'est aussi lutter contre l'extrême droite. Que faire encore? Et ça, c'est important d'en parler en France, c'est partager nos savoirs, les beaux savoirs et vos expériences. Les prisonniers ont besoin de la solidarité internationale, mais pas uniquement pour visibiliser les campagnes de la défense qui s'écrivent à Barcelone principalement, pour ramener ces propos au-delà des frontières, mais aussi d'avoir une solidarité internationale constructive qui aide à construire cette défense. Je prends la question de l'amnistie. La France a une longue tradition d'amnistie pour les opposants politiques emprisonnés. On a fait quelques recherches. Je pense que la France est le pays qui a amnistié le plus au cours de ces dernières dizaines d'années. On ne parle pas des communards, mais les résistants, les Kanaks, les amnisties de Mitterrand, les Corses et beaucoup d'autres. Vous avez une expérience, un savoir, un bagage de mobilisation qui est indispensable. Et donc, sur ce point en particulier, puisqu'on parle en France, ce savoir est indispensable pour le mouvement catalan. Mais je vous invite à le partager, je vous invite à amener des propositions et à soutenir et à parler de cette question de l'amnistie. Malheureusement, dans la presse internationale et dans le mouvement, on n'en parle pas suffisamment, je trouve, et nous pensons que l'amnistie pour les prisonniers pourrait trouver un soutien important au-delà des frontières. Je conclus brièvement. Après 3 ans et demi de prison, Jordi a toujours le même discours. Il nous dit « ma priorité n'est pas sortir de prison, mais dénoncer les violations graves des droits fondamentaux en Catalogne et en Espagne et travailler pour la résolution du conflit politique. » Il pourrait sortir demain s'il changeait sa position et s'il renonçait à travailler à ses engagements. Il n'est pas prêt à le faire puisque sa priorité, c'est ses engagements. Alors, au nom d'Omnium Cultural, on salue le travail pour la liberté des prisonniers et on relève que c'est avant tout une lutte pour les droits de toutes et tous qui a un impact qui va bien au-delà des murs des prisons espagnoles. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci surtout pour ce rappel de chiffres qu'on oublie quelquefois, hein, de chiffres qui nous font froid dans le dos quand on vous entend les égrener sur la situation et donc de la situation des libertés dans l'État espagnol, en Catalogne et dans l'État espagnol. La parole est à Raymonde Poncet, donc sénatrice ELV du Rhône, qui va nous parler de ce qui s'est fait, de ce qui pourrait se faire au Sénat et qui va revenir également sur la prise de position importante dans l'échiquier politique français qui a été prise par le Conseil national des Verts récemment. Raymonde, on vous écoute. Oui, merci d'intervenir après cet éclairage humain et politique, une analyse très percutante j'ai oublié son nom, bref, de celui qui vient de parler. Oui, excusez-moi. Raymonde, juste, vous êtes très très près du micro, je crois. Je pense que c'est ça. Ah oui,
Oui, Voilà. c'est mieux, là, comme ça, très bien. Ouais, ce serait mieux. Merci. Alors tout d'abord, je pense que du coup, je vais recentrer ce que j'ai à dire sur tant pour le mouvement LV que pour ce qu'on va faire au Sénat, sur cette préoccupation, ce souci, enfin, de participer aux actions concrètes aujourd'hui de solidarité et de soutien au peuple catalan. Parce que je ne vais pas reprendre l'analyse qui a été faite, c'est ce que je disais, sur lequel j'ai peu à ajouter, de cette situation de répression et de situation de privation d'un droit auquel nous sommes très attachés à Europe Écologie Les Verts, les écologistes en général, le droit à l'autodétermination. Alors effectivement, pour arriver à cette motion qui a été votée il y a très peu de temps, même pas un mois, il y a 4 semaines, elle s'inscrit quand même effectivement, comme vous l'avez dit Mariana, dans un fil rouge de soutien effectivement à cette d'abord à l'acceptation du droit du peuple catalan à s'autodéterminer. Vous l'avez dit, et je le répète, effectivement, que lors du 1er octobre 2017, notre mouvement était représenté, alors je voulais dire par un des élus régionaux, mais puisqu'il est présent, donc je le cite, par Gérard Nestin, dans la délégation des observateurs internationaux, chargés de valider tant le déroulement du scrutin que ses résultats. Et donc c'est bien parce que c'était cette présence de ces observateurs, de Gérard en l'occurrence, marquait bien notre attachement au droit du peuple catalan à décider de son avenir politique et à décider de son à s'autodéterminer. Et toujours, et même jusqu'à la motion récente, nous disons bien, et ça a été pointé, que le problème, c'est pas de dire si nous, Français, ça ne nous regarde pas, enfin, ça ne nous concerne pas, dire si on est pour ou contre l'indépendance ou une large autonomie, cette large autonomie qui a été justement rabiotée à un moment de l'histoire. C'est simplement d'acter ce droit de décider pour le peuple catalan. Et ça a été bien rappelé. Alors, droit de décider, et là je fais un petit saut sur notre motion, ça veut dire, et c'est ce qu'il faudra aussi que le gouvernement, enfin que l'Espagne accepte, à partir du moment où on dit droit à l'autodétermination, c'est aussi accepter le résultat. C'est-à-dire que si le peuple catalan décide de son indépendance dans une république fédérale, enfin dans l'Europe fédérale, eh bien l'accepter. Mais bon, sans préjuger de ça, le droit à l'autodétermination, c'est aussi l'obligation de respect de ce qui en ressort. Et c'est bien parce que des politiques ne veulent pas de ce qui pourrait en ressortir, qui bafouent le droit à l'autodétermination. Alors donc, nous avions, par cette présence, bien suivi ce qui avait mené à ce référendum. J'y reviens pas, l'histoire, qui a fait que ce référendum a été fait. Et donc, tout de suite après, suite à la dérive autoritaire du gouvernement espagnol, ELV a, dès fin 2007, adopté une première motion, et qui a été intitulée, tout est dit, le peuple catalan a le droit de décider de son avenir, et donc liberté pour les prisonniers politiques, puisque la répression avait déjà commencé. Et nous saluions, parce que c'est très important aussi pour les écologistes, nous saluions et remarquions quand même un mouvement non violent, exemplaire, dont faisait preuve le peuple catalan et auquel il fait encore preuve malgré toutes ces provocations. Et donc nous demandions, c'est banal, l'arrêt de la répression sous toutes ses formes et la liberté sans condition des militants emprisonnés. On entend bien qu'ils veulent bien les libérer, mais sous la condition de se renier, ça vient d'être dit, et l'arrêt des poursuites. Alors, puisque je parlais de solidarité concrète, c'est vrai que dans cette motion, vous voyez déjà, nous avions appelé nos eurodéputés à rendre visite très rapidement, le plus vite possible, aux prisonniers politiques incarcérés. Certains l'ont fait, ça a été rappelé par Laïla, et je crois que ça, c'est très important. C'est très important, nous, on le fait quelquefois en France, de visiter les prisons, mais là, c'était très important en termes de solidarité européenne. Et puis, nous appelions aussi nos militants à participer à ce qui était déjà le collectif de solidarité avec le peuple catalan.
Alors, je ne reviens pas sur le verdict inadmissible de 2019, qui a fait l'objet immédiatement d'un communiqué de presse, bien sûr, du mouvement, qui a été signé, c'est ça, bon, c'est important aussi, signé par l'ensemble de la délégation française au groupe vert européen. Parce que ce qu'il s'agissait de nommer, c'était l'atteinte à la démocratie européenne. Voilà, ce n'est pas qu'une affaire intérieure, c'est aussi en Europe que ça se passe. Et donc, ce communiqué, c'était symbolique, était signé. Alors, nous avions bien remarqué déjà que ces verdicts, enfin leur démesure, apportaient la preuve, voilà, que c'était vraiment un jugement politique. Enfin, ça n'aurait pas été un jugement politique, on n'a pas ces verdicts de démesure. Eh bien, nous commencions déjà à rappeler qu'il fallait une amnistie rapide de ces condamnations que nous jugions aberrantes et le retour à un dialogue politique, à questions politiques, dialogue politique et démocratique quant à l'avenir de la Catalogne. Alors récemment, on arrive aux choses contemporaines. La levée en mars de l'immunité des Européens, des eurodéputés catalans, a été qualifiée, ça a été dit par Laïla, dans un communiqué de presse de notre mouvement, nous aussi, de tristes jours pour la démocratie. On peut dire jour noir. Triste jour, ça montrait quand même aussi que notre mouvement, qui est un mouvement qui soutient la construction européenne, il est triste aussi de voir que c'est en Europe, dans le silence et dans le point aveugle de l'Europe de s'en occuper. Alors, et c'est dans ce contexte, donc Mariana, tu m'as dit que fin mars, effectivement, il y a donc moins d'un mois, le parti a adopté une motion exigeant l'amnistie, l'arrêt des poursuites et le respect du droit à l'autodétermination en Catalogne. Donc cette motion, vous vous en doutez, dans ses exposés de motifs, rappelle comme les précédentes que ce conflit est politique, que sa résolution passe donc par une solution politique, et que surtout la répression judiciaire nous éloigne de la solution politique. Voilà, il y a un préalable, à l'inverse, c'est la reprise un préalable à la reprise du dialogue et des négociations, c'est l'amnistie des prisonniers politiques, et c'est ce soir ce qu'on va effectivement bien porter, et le retour des exilés catalans, l'arrêt des poursuites. Alors, puisqu'on parle de solutions, c'est vrai que cette motion arrive sur quelque chose de très concret, c'est vrai. C'est en termes d'action concrète de solidarité. Cette motion encourage les élus écologistes, et vous savez qu'il y a eu une vague verte en France et beaucoup de mairies désormais, d'ailleurs, où il n'y a pas seulement les élus écologistes d'Europe Écologie Les Verts, mais presque toujours même les élus écologistes et la gauche. Donc ça a été un appel solennel dans cette motion qui vient d'être votée à nos élus municipaux à prendre toute initiative pour faire voter partout où c'est possible, des vœux en ce sens, dans le sens de la libération, de l'amnistie, de la solution, de la résolution de cette répression dans les conseils municipaux et dans toutes les assemblées délibérantes en France, pour tisser ainsi, vous l'avez dit, un réseau solidaire élargi. Donc sortir de l'invisibilité de cette cause, et j'ai bien retenu aussi qu'au-delà, il est possible aussi d'essayer non seulement de faire ce vœu, mais de nouer contact, je dirais mairie contre mairie, nouer contact avec les nombreux maires, vous avez raison de l'avoir souligné, catalans, qui sont actuellement réprimés parce qu'ils ont fourni soit des bulletins, soit des urnes, parce que derrière ces neuf prisonniers politiques, il y a ces milliers de maires qui sont poursuivis de citoyens. Et donc, nous avons commencé, je tiens à le dire, et ça va un petit peu peut-être s'accélérer. Cette soirée ce soir va nous inviter à accélérer. Nous avons commencé les contacts pour la mise en œuvre de cette intention, de rendre visible cette atteinte à la démocratie au sein de l'Europe. Et pour que, enfin, si vous voulez, les instances européennes se saisissent de cette question et jouent enfin le rôle de médiation qu'elles auraient dû jouer depuis fin 2017 en ce sens. Donc ça, c'était pour le mouvement, et c'est vrai que vous m'avez invité aussi à dire au Sénat. Alors,
je fais en quelque sorte miroir avec le député. Hein. C'est vrai que c'est un peu le même mouvement, si vous voulez, les actions possibles au Sénat. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'effectivement en 2019, suite au procès et aux peines dont on a parlé de leur démesure, 41 sénateurs, dont les 4 sénateurs qui sont membres aujourd'hui de notre groupe et qui étaient alors présents, je rappelle Esther Benassa, Renan Dantec, Guillaume Gontard et Sophie Taillé-Polian, avaient signé aussi un appel, hein, là ça fait vraiment écho à ce que fait le député, un appel pour le respect des droits fondamentaux en Catalogne. Hein, donc c'était le rappel toujours des solutions politiques et dénoncer les répressions dont étaient victimes les élus légitimes. Hein, et les associatifs déjà, c'était bien pointé. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'interroge parfois sur l'utilité des tribunes. J'en faisais partie, hein, en signant beaucoup de tribunes. Ce que je veux souligner, c'est que lors d'une rencontre avec M. Camós, un délégué du gouvernement de Catalogne en France, fin 2020, en compagnie d'ailleurs d'un membre présent ce soir de la Commission internationale de l'ELV et qui représentait aussi le bureau du Conseil fédéral, de notre Conseil fédéral, de notre Parlement, celui-ci nous avait rappelé l'impact que ces tribunes ont en Catalogne, à défaut de mesurer, nous, celles qu'elles ont en France. Toujours est-il qu'ils nous avaient quand même vraiment sensibilisés sur le fait qu'on ne pense pas que ces tribunes sont un petit peu une des tribunes qui passent dans l'IB, Le Monde, etc., et qui se suivent avec plus ou moins d'impact. Ils avaient dit qu'en Catalogne, ça en avait beaucoup. Et que cette tribune avait été massivement discutée en Catalogne, ne serait-ce que parce que nous avons un ancien Premier ministre qui aussi en Catalogne est très présent et à qui ça portait justement contradiction quant aux positions françaises. Donc nous avons donc une responsabilité à prendre, hein, position pour la libération de ces prisonniers politiques, et les tribunes sont aussi un moyen. Alors le groupe au Sénat diffuse effectivement le manifeste Dialogue pour la Catalogne, a diffusé aussi la lettre de la plateforme de dialogue UE Catalogne, hein, au président espagnol Pedro Sanchez qui demandait de soutenir et de promouvoir une amnistie dans le cadre de la solution du conflit catalan. Mais nous sommes donc ouverts, je tiens à le dire ce soir, c'est l'ouverture que je fais en conclusion, ouverts et volontaires pour d'autres actions de soutien et de solidarité. Pourquoi pas écrire au gouvernement où résident les 3 eurodéputés catalans pour qu'ils n'exécutent pas les mandats d'extradition. Pourquoi pas inviter un membre du gouvernement catalan au Sénat, l'auditionner pour organiser une conférence de presse où nous pourrions aussi tenter de donner la parole à des militants catalans. Effectivement, en écho à ce qu'a dit l'autre parlementaire qui représentait l'Assemblée nationale, eh bien en écho à la résolution autour du premier, enfin qui veut passer un peu au 1er octobre 2021, eh bien essayer de faire un petit peu la même chose au Sénat pour que ce soit bien le Parlement français dans sa totalité, haute et basse chambre, comme on dit, puisqu'il a cité effectivement la proposition de loi de Paul Molac sur la préservation et la défense des langues régionales, qui ont bien dû passer au Sénat, qui ont été portées d'ailleurs par le groupe écologiste au Sénat, dans la navette pour être finalement une position victorieuse, enfin une proposition de loi votée par les 2 chambres. Donc moi j'invite aussi à ce que se resserrent aussi nos actions à l'Assemblée nationale et au Parlement, pour qu'on parle d'une même voix, que ce soit le Parlement. Et donc en conclusion, vous l'avez compris, nous sommes le mouvement Europe Écologie Les Verts, le parti, et le groupe écologiste au Sénat, mobilisé, hein, aux côtés des Catalans. Nous comptons accélérer, enfin, autant intensifier nos réponses qu'est intensifier la répression, hein, parce qu'on voit bien qu'on est dans une fuite éperdue d'aggravation de la répression. Et monter d'un cran, effectivement, pour la libération des prisonniers catalans. Et que, voilà, ce soir, on prend l'engagement, hein, vous pouvez compter sur les écologistes dans ce légitime combat qui nous concerne tous, puisqu'il concerne la démocratie en Europe. Merci beaucoup, Raymonde.
Et comptez sur nous au collectif pour vous continuer de vous titiller les uns et les autres, continuer de travailler ensemble et avec vos élus. On passe au monde syndical, qui est une question qui nous tient à cœur, nous au collectif, d'essayer d'avoir la solidarité des syndiqués, des travailleurs, des salariés français avec le peuple catalan. Et donc Christian Mailleux, un des responsables du secteur international de Solidaire, qui va nous parler de cette question-là et témoigner un petit peu de ce qui a été fait jusqu'à présent, notamment par son syndicat. Christian. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par reprendre ce que Mariana a dit tout à l'heure. Dans l'introduction, elle a cité très rapidement la question des motions syndicales là, qui relie y compris à l'actualité. Hein. Je pense que c'est un des trucs effectivement importants dans la période pour le mouvement syndical, d'essayer de reprendre ces motions alors, à travers des structures syndicales nationales, là où c'est possible, mais j'allais dire, y compris, c'est peut-être même plus important, comme souvent d'ailleurs, à travers des prises de position de structures syndicales locales, de syndicats, de sections syndicales, parce que, ça peut les multiplier, parce que dans un certain nombre d'organisations, en tout cas, c'est probablement plus facile au niveau de sections syndicales et de syndicats que de structures nationales, mais ce n'est pas tellement ça, c'est surtout que ça veut dire, si on arrive à ça, ça voudrait dire qu'effectivement, on a réussi à irriguer un peu le réseau militant syndical sur cette question-là de la Catalogne. Alors, en aparté, c'est valable sur cette question de la répression en Catalogne, comme c'est valable sur un certain nombre d'autres sujets, ce qu'on peut appeler sujets de société. Je pense que c'est important de faire ça et d'essayer d'irriguer effectivement les débats syndicaux sur ce genre de sujet. Et donc, voilà, nous, au niveau de l'Union syndicale solidaire, on l'a fait. L'Union syndicale solidaire au niveau national l'a signé en tant que tel, mais il y a un certain nombre de fédérations et d'unions départementales qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, hein, et je pense qu'ils ne l'ont pas fait non pas par désaccord, mais parce que c'est une chose qui vient s'accumuler après plein d'autres, et donc il faut continuer à relancer ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans l'Union syndicale solidaire. Et je sais qu'il y a effectivement, comme Mariana le disait, quelques remontées d'autres organisations syndicales, et je pense qu'il faut le faire. Et peut-être d'ailleurs, on l'avait évoqué hein, lors j'allais dire de vieilles réunions, de réunions d'avant confinement du collectif, peut-être essayer de retenter quelque chose au niveau intersyndical sur une expression à minima, parce que je sais que ça peut poser problème autrement, mais d'avoir une expression intersyndicale française sur cette question-là des motions. Après, moi, je voulais peut-être intervenir sur, paradoxalement, peut-être sur ce qui pose problème du point de vue des organisations syndicales et des salariés, des travailleurs, des travailleuses, pour peut-être réussir à renforcer cette solidarité. Parce que, deux, trois trucs, aussi bien d'ailleurs en Catalogne, et sans vouloir porter une parole officielle loin de là, mais disons en faisant écho à un certain nombre d'échanges, de discussions avec des camarades syndicalistes de différentes organisations syndicales de Catalogne, donc sur la Catalogne, sur l'Espagne de manière générale, et y compris d'ailleurs au-delà de l'Espagne. Sur la Catalogne, par exemple, il y a quand même un problème je pense qu'on ne peut pas évacuer, et au contraire, si on veut élargir cette solidarité, c'est que bien évidemment, la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en tout cas de notre point de vue, et je pense que c'est évidemment le point de vue de l'ensemble des gens qui sont là ce soir, se pose pas la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le petit hic quand même, c'est que devrait aller derrière aussi la question, une fois dans ce cadre-là, c'est la question du peuple à disposer aussi de son avenir à l'intérieur de ça, parce que ça veut dire aussi d'avoir un projet social qui est porté, qui puisse être partagé effectivement, et qui puisse donner envie en fait de soutenir ça, y compris de pouvoir prendre les choses en main. Alors, sur la question du peuple en tant que tel et de l'indépendance, pour le dire comme ça, mais y compris sur prendre les choses en main dans le quartier, dans la ville, dans l'entreprise, etc. Et je fais aussi le parallèle avec une deuxième chose, parce que je le dis clairement, c'est un retour d'un certain nombre de syndicalistes de Catalogne. C'est la question de l'immunité parlementaire, par exemple, n'est pas du tout à discuter. Hein, je ne remets pas ça, et les camarades qui m'en ont parlé ne mettent pas ça du tout en cause. Mais il y a un certain... Et d'ailleurs, ça fait le lien un peu avec l'intervention
autour d'Òmnium Cultural sur le mouvement qu'on pourrait dire associatif. Là, il n'y a pas d'immunité, quoi. Il y a des gens qui font aussi des choix politiques, qui font des actions, qui organisent un certain nombre de choses. Et comme il n'y a pas d'immunité, et ben, si on reprend la question syndicale, et ben, effectivement, ils sont aussi des fois condamnés, mis en prison, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment à faire gaffe, à ne pas se couper de ce côté-là. Et je pense que du point de vue du collectif, en tout cas, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et un peu sur le même niveau, et c'est une question, je sais qu'on avait un peu évoqué aussi il y a un moment, c'est sur la question sur l'ensemble de l'État espagnol. Ça a été vaguement évoqué, mais il y a la question, encore une fois, totalement juste, et je ne serais pas là sinon, si je pensais autrement, de la solidarité avec l'ensemble des prisonniers politiques catalans. La situation se retrouve quand même sur la situation. Enfin, il y a quand même des prisonniers politiques dans l'État espagnol ailleurs qu'en Catalogne, quoi. Et il y a encore aujourd'hui, il y a 179 prisonniers politiques basques en Espagne. Accessoirement, il y en a 29 prisonniers politiques basques en France, hein, ce qui relativise par ailleurs la question, le rôle de la France exemplaire en question d'amnistie, prisonniers, etc. Hein. Même si je comprends bien dans quel sens ça a été dit et qu'on a tout intérêt par ailleurs à utiliser ça aussi, mais je pense qu'il faut relativiser ça. Et là, moi, il y a quand même une vraie interrogation, je pense, sur l'incapacité à fédérer. Je m'excuse de reprendre le terme fédérer, c'est 150 ans de la commune, comme j'en fais beaucoup en ce moment sur le sujet. Je suis peut-être un peu omnibulé par ça, mais il y a une question là qu'on peut pas, je pense qu'il ne peut pas être occulté, quoi, cette question de l'ensemble effectivement des peuples qui sont aujourd'hui dans l'État espagnol, au-delà de la question de la Catalogne, et pas au-delà, avec la question de la Catalogne. Et dernière chose, c'est sur au-delà, donc dans l'ensemble des pays, pour en revenir au plan syndical, je pense que voilà, chacun et chacune dans son organisation syndicale, on a effectivement tout intérêt à faire passer l'information sur ce qui se passe en Catalogne, sur la réalité de la situation, comme ça a pu être décrit dans plusieurs interventions avant, parce que c'est un vrai problème. Et du coup, il y a un vrai besoin d'information qu'on puisse faire circuler, ce qui est un des rôles du collectif, des collectifs de ce type-là, parce qu'il y a vraiment besoin de ça dans le milieu syndical, quoi. Je pense qu'on a un déficit d'information et de connaissance de la réalité. Les interventions précédentes contribuent à ça, mais il faut trouver aussi le moyen, effectivement, d'avoir des supports qui permettent de faire passer ça dans les réseaux militants syndicaux. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus à dire, si c'est que, bien évidemment, on reste disponible pour tout le boulot qui reste à faire sur le sujet, en pleine solidarité avec l'ensemble des prisonniers catalans. Merci beaucoup, Christian. On sait qu'on peut compter sur vous et on espère aussi pouvoir répondre à ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous titille au collectif, d'essayer de vous apporter, de pouvoir apporter aux militants syndicaux en France plus d'informations sur ce qui se passe là-bas, de créer aussi, là aussi, des liens, de la même façon qu'on essaie de le faire dans les instances municipales. Et par rapport à ce que tu disais des militants emprisonnés à Palmira, du PEI qui nous fait une précision. Elle nous rappelle qu'il y a 300 militants syndicaux poursuivis ou emprisonnés dans l'État espagnol. Et qu'en plus, le 14 avril, jour anniversaire de la proclamation de la République espagnole, le Sénat a annulé un décret criminalisant les militants syndicaux qui organiseraient des piquets de grève. C'était encore condamné en Espagne, hein, ça peut vous rappeler des choses. Voilà, donc une bonne précision que nous apporte Palmira. Alors j'ai quelques questions qui commencent à remonter pour les uns et les autres. Je vais commencer à vous les poser. Donc, il y avait une précision de quelqu'un qui nous suit sur Facebook qui rappelait que Clara Ponsati, excusez-moi, il faudrait que je la retrouve, n'a pas remplacé Oriol Junqueras, mais Jordi Soler. Voilà, c'est une précision pour qu'on soit le plus précis possible quand même dans ce qu'on explique, et qu'elle est devenue eurodéputée à la suite du Brexit, parce qu'il a fallu redistribuer les sièges parmi les États européens. Donc, ce Facebookien, je ne sais pas comment on dit, cette personne qui nous suit sur Facebook a tout à fait raison de nous rappeler à l'ordre là-dessus. Il y avait une question sur le droit à l'autodétermination qui était posée par Bernard Thérieux. Excusez-moi que je vais rapidement retrouver.
Non, excusez-moi. D'abord, il y a une question qui s'adresse plutôt à Raymond, au sénateur. Noulia Bordas qui aimerait savoir si la motion déposée par les sénateurs français va être présentée au groupe des Verts ou de gauche et si cela a déjà été fait. Excuse-moi, la motion que donc, nous avons votée Oui, si elle va être. Au Conseil fédéral, c'est une motion. Oui. D'accord. Nous avons donc voté c'est le parti dans Oui, le c'est ça. Oui, je pense qu'il y a une confusion avec ce qui a pu être fait oui, côté oui, Sénat. c'est pas, donc je précise si ça n'a pas été clair. Ça, c'était une motion votée par le Conseil fédéral de LV, qui était quand même une motion importante parce que ça engage le mouvement. À un moment donné, ça met un focus sur une question internationale. Ça a été présenté d'ailleurs par beaucoup de membres de la Commission internationale. Et effectivement, nous, par contre, bon, on la communique au groupe, bien sûr, mais c'est pas une motion du Sénat. C'est bien de le préciser. Oui, peut-être que la personne a pris notre discussion en cours de route. C'est une motion politique du mouvement. Et en revanche, il y avait eu ce dont tu as parlé avant, il y avait eu un texte en 2019 co-signé par des sénateurs et d'autres parlementaires, il me semble. Il y avait 44, c'est ça, et sénateurs et parlementaires qui s'inquiétaient de la situation des libertés en Espagne. Voilà. Ça, c'était une tribune, et je redis bien que moi, je pense que, alors que j'étais assez sceptique sur les tribunes, enfin pas sceptique, mais bon, un peu dubitatif quant à leur utilité, je pense que c'est pertinent de renouveler une tribune, et cette fois-ci, cette lettre ouverte, il faut qu'elle soit co-signée par plusieurs sénateurs, là, il faut qu'on le fasse, et députés, il faut qu'on le fasse avec Sébastien Nadeau, là, maintenant, de différents partis, parce que là, vraiment, je pense que ça porte, et si ça porte peu en France, eh bien, ça, c'est un soutien en Catalogne. En Catalogne, je ne sais pas si Olivier Peter peut le confirmer, mais ces positions un petit peu des parlementaires des pays européens apportent beaucoup de courage, je pense, d'encouragement pour leur résistance à cette situation d'acharnement judiciaire, quoi. Bien sûr. J'ai une question là qui s'adresse peut-être à l'eurodéputé qui est parmi nous, à Leïla. La question de Bernard Terrier. L'Europe et l'Espagne ne respectent pas le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Alors comment faire? Quelles sont les solutions que vous envisagez et quelles seront leur portée de ces éventuelles solutions? Leïla, que dire alors que l'Europe et l'Europe et un État membre de l'Europe ne respectent pas ce droit qui est dans la charte européenne? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que sur cette partie, sur le droit à l'autodétermination, peut-être que Olivier Peter a plus d'informations. Mais sinon, en fait, juste vous dire que, moi, jusqu'à présent, dans le cadre de la plateforme Union européenne-Catalogne, on a pris les choses non pas sous l'angle du droit à l'autodétermination, mais respect de l'état de droit, en fait. Parce que comme c'est des sujets qui agitent beaucoup l'Union européenne, pour celles et ceux qui ont suivi, ont été votés, validées des nouvelles clauses qui font que, en théorie, même si, bon, après, du coup, il y a des questions d'unanimité que c'est pas passé, mais en tout cas, un débat en ce moment à l'Union européenne, c'est le fait qu'un État qui respecte pas l'état de droit doit être privé des subventions européennes, en fait, n'a pas le droit de recevoir de l'argent de l'Union européenne. C'est des choses, en fait, qui ciblent clairement la Pologne et la Hongrie. Sauf que du coup, qui pourrait s'appliquer plus largement. Donc, jusqu'à présent, nous, les choses, on les a prises sous l'angle démocratie, respect des droits, état de droit, et pas sous l'angle du droit à l'autodétermination. Donc là-dessus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que peut-être que d'autres intervenants auront la réponse mieux que moi. Olivier, tu veux intervenir là-dessus? C'est un sujet complexe et un peu glissant. L'exercice, le droit à l'autodétermination est reconnu par le droit international. Il est clair que son exercice dépend aussi d'un rapport de force, comme pour tout le reste. Donc, les avancées en Catalogne bénéficieront à d'autres peuples d'Espagne et à d'autres peuples d'Europe, certainement, mais c'est des avancées qu'il faudra conquérir, je pense, par la construction d'un rapport de force politique et donc de majorité. S'agissant du cas, effectivement, il y a une question d'état de droit. Le droit d'autodétermination rentre un peu indirectement dans le cas de Jordi Cuixart, puisque
on considère, disons, son activité va certainement dans son sens, mais d'un point de vue de la Convention européenne des droits de l'homme, il est en prison pour avoir défendu l'exercice du droit à l'autodétermination. Et donc, c'est un droit fondamental, et donc c'est un défenseur des droits de l'homme parce qu'il défend la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression, mais aussi le droit fondamental à la liberté à l'autodétermination des peuples. Donc, c'est dans ce sens. S'agissant de la remarque sur l'impact des positionnements internationaux sur la situation et la morale des prisonniers, ils sont certainement extrêmement importants. Et les visites sont très importantes et elles sont vraiment bienvenues. Mais ce qui est aussi important pour le mouvement et pour les prisonniers, c'est qu'on parle de leur situation à l'étranger. Donc, si nous publions une lettre en Suisse, en France ou ailleurs, elle sera très probablement reprise par la presse catalane, elle arrivera aux prisons, mais il y a un intérêt, je dirais, presque majeur que cette lettre soit reprise par la presse étrangère, puisque il y a de la pression en Catalogne, il y a de la pression un peu en Espagne, mais on a surtout besoin aussi de pression internationale et de solidarité internationale. Donc, toutes les démarches sont bienvenues, mais particulièrement si ça permet de parler de cette situation à l'étranger. J'ai une autre question pour vous. Oui. De Didier Chérel, du collectif des Alpes-Maritimes. Le fait que l'État espagnol demande aux prisonniers politiques de se repentir, entre guillemets, et de faire amende honorable pour assouplir les mesures d'emprisonnement, ne pourrait-il pas être attaqué? Alors, évidemment, il pourrait être attaqué. Il est attaqué. D'ailleurs, on recourt systématiquement contre ces décisions. Le problème est que le chemin est particulièrement long. Vous avez des décisions administratives. Ensuite, la Cour suprême espagnole, c'est la même cour qui a condamné les prisonniers à 9 à 13 ans, donc on sait déjà ce qu'ils vont dire. Ensuite, le tribunal constitutionnel et ensuite une procédure à la Cour européenne des droits de l'homme qui peut prendre de très nombreuses années. Donc oui, on a bon espoir que dans un futur lointain, quelqu'un dira que cette décision prise en 2020 ou en 2021 est une décision contraire aux droits fondamentaux, mais probablement à ce moment-là, les prisonniers seront déjà sortis d'une bonne partie parce qu'ils auront purgé l'intégralité de leur peine. Donc, il y aura une victoire juridique et aussi en quelque sorte politique devant les juridictions internationales, mais la mobilisation populaire, la mobilisation politique est indispensable pour avoir une solution aujourd'hui. C'est pour ça que la loi d'amnistie est importante. Et la loi d'amnistie, je ne l'ai peut-être pas mentionné avant, mais si on amnistie tous les faits, on libère les prisonniers et on permet aussi le retour des exilés. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, par rapport à la situation des parlementaires, etc., la loi d'amnistie serait une solution. D'ailleurs, elle est soutenue par toutes les personnes appliquées. Il y a des personnes qui nous rappellent, alors on a parlé un petit peu de l'implication des parlementaires PCF qui ce soir ne sont pas parmi nous, et Raymond Satu est aux premières loges pour le savoir, un des premiers qui s'est battu au Sénat, c'est le sénateur Julias, que nous avons souvent accueilli au collectif, qui avait beaucoup travaillé avec nous au début, qui est très attaché à... Tu as raison, Mariana, parce qu'il y a aussi, ils l'ont fait, comme ils le font aussi pour la cause palestinienne, il y a aussi les questions écrites, et les questions orales, et qui sont effectivement souvent portées par le groupe communiste, je confirme. Absolument. J'ai une question de François Richard. Après la levée de l'immunité parlementaire, l'État espagnol a cherché à obtenir l'extradition, sans succès, me semble-t-il, en Belgique. Mais où en est-on de la question de l'extradition? Je pense que ça s'adresse à Olivier encore, cette question. Alors, je l'avais préannoncé, j'interviens pour deux personnes, en fait, Jordi Cuixart, qui est en prison en Espagne, et Anna Gabriel, qui est réfugiée ici à Genève, en Suisse. Donc, je ne pourrais pas parler dans les détails des autres. Les procédures sont en cours. Les décisions en Belgique, en particulier sur Louis Puig, il y a eu une décision qui a refusé son extradition. Je ne peux pas vous donner des détails sur un éventuel recours du parquet ou de l'Espagne. J'ai du mal à suivre. Il y a tellement de procédures, on a du mal. Mais en tout cas, pour l'instant, toutes les démarches en vue d'extradition ont abouti par des décisions négatives. Le cas suisse était assez intéressant. On a eu, quand Anna s'est annoncée à Genève, le ministre de la Justice espagnol disait « elle sera certainement extradée, on n'a aucune raison de douter que la Suisse nous la livre » et l'Office fédéral de la justice suisse a fait un communiqué de presse en disant « on n'a pas examiné le cas concret, mais pour les délits politiques, il n'y a pas d'extradition en Suisse ».
Et après ça, la procédure d'extradition s'est rapidement arrêtée. Donc, ces procédures, en réalité, jusqu'à présent, ont permis des victoires politiques et judiciaires du mouvement indépendantiste et ont permis des positionnements qui sont favorables. Donc, pour l'instant, sur ce front-là, on a tout gagné et c'est une bonne nouvelle. Et ça permet aussi de parler de la situation des prisonniers. Justement, Eugénie des Alpes-Maritimes nous relance sur Anna Gabriel. Elle dit qu'on ne l'entend pas du tout. On l'a un petit peu entendu pendant la campagne électorale, Eugénie. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'assister à un meeting par Zoom avec elle. Qu'est-ce qu'on peut dire, Olivier, sur la situation d'Anna aujourd'hui? Alors, Anna Gabriel est une militante du parti des couples, des candidatures d'unité populaire. Elle a exercé des rôles de direction au sein du parti et donc elle s'est exprimée puisque c'était sa tâche. Aujourd'hui, d'autres camarades occupent ces mêmes rôles et s'expriment. Donc, il est logique qu'elle ne parle pas alors qu'elle n'occupe pas ses postes. Elle vit toujours à Genève, elle poursuit son activité au sein d'un syndicat, elle fait un travail excellent comme toujours, comme la militante qu'elle est. Elle va bien. Elle fait son travail politique comme elle l'a toujours fait. Et c'est pour ça, donc il n'y a pas de souci à se faire sur la situation d'Anna. On espère qu'elle pourra rentrer chez elle et retrouver ses proches comme tous les autres et on y travaille activement. J'ai une précision de Didier qui me corrige à juste titre. C'est moi dont la langue a fourché. Le droit de l'autodétermination n'est pas inscrit dans la charte de l'Union européenne, mais des Nations unies. Enfin, on est quand même dans les cadres des traités internationaux. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de donner la parole à notre amie Dominique, qui a quelques mots à nous dire. Elle m'a un petit peu titillé aussi sur la loi Bayon, la ley Mordaza, Voilà, qui n'a parce pas que été abolie du qui tout. n'a pas été aboli, justement, qui continue toujours son chemin, malheureusement. Et justement, il y a quelques jours, moi, je faisais une réunion avec des camarades de l'association Novact en Espagne, et puis aussi avec des amis catalans, et on en a beaucoup parlé en faisant la comparaison avec la loi sécurité globale. Voilà, donc on était vraiment dans une comparaison assez intéressante. Mais ce n'était pas là-dessus que je voulais intervenir, c'était par rapport à la situation de l'éventuelle extradition de Puigdemont commis sous réserve de mes dernières informations. Pour l'instant, il n'y a pas eu à nouveau de décision de demande d'extradition les concernant. Il y a des procédures qui sont actuellement, et c'est ça qui est complètement surréaliste, devant le tribunal de justice de l'Union européenne, y compris par le juge espagnol qui s'est fait quand même ramasser 3 fois de suite avec des mandats d'arrêt qui n'étaient absolument pas recevables, etc. Et qui finalement saisit directement le tribunal de justice de l'Union européenne pour pouvoir en fait presque lui demander de faire le travail de ce que devrait faire le juge belge, ce que je trouve quand même tout à fait incroyable sur un plan purement juridique. Donc, on n'a pas encore d'informations plus précises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de mandats d'arrêt qui ont été éventuellement réactivés contre les personnes en question. Enfin, ça peut arriver d'un moment à l'autre, hein, mais peut-être qu'ils attendent quand même que la décision du tribunal de justice de l'Union européenne qui puisse répondre sur ce point-là. Mais enfin, de toute façon, c'est un imbroglio juridique qui est pour les juristes extrêmement intéressant, mais qui est quand même assez... Enfin, je veux dire, même la manière dont les mandats d'arrêt ont été formulés, voilà, c'était voué à l'échec, et puis de certaine façon, tant mieux. Mais il faut quand même rappeler, hein, vous avez eu raison de le dire tout à fait au début, c'est pour ça que Le Drian, quand il parlait à la réponse qui lui a été posée en disant que ces personnes avaient été condamnées, c'est absolument archi faux. Ils n'ont même pas été jugés. Donc, voilà, on ne peut pas non plus tout mélanger. Je crois que ça fait partie aussi d'une désinformation générale, hein, voilà, et sur laquelle nous, on travaille pour essayer de remettre les pendules à l'heure, les choses dans le bon sens. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Merci Dominique. Écoutez, je pense que notre soirée arrive à son terme. Vous étiez très nombreux sur Facebook et sur Zoom. Malheureusement, vous connaissez les contraintes de ce système-là. On ne peut pas vous donner la parole aux uns et aux autres. Il y a des messages et des observations, des réflexions que vous êtes partagées, donc que tout le monde a pu lire dans l'espace que nous avons
sur le chat. Je vous rappelle alors que le collectif a un blog, que sur ce blog, il y a une rubrique consacrée aux expressions syndicales que nous nourrissons avec ce qui nous arrive des uns et des autres, que nous espérons très bientôt pouvoir ouvrir une rubrique conseils municipaux et élus municipaux. On espère que l'impulsion que sont en train de donner nos camarades de LV, que la balle va être saisie au bon dans différentes municipalités, qu'on pourra, ce serait super si on pouvait faire venir des élus catalans et notamment des élus qui risquent des procédures judiciaires aujourd'hui, des persécutions à la suite de l'organisation du 1er octobre en France. Donc le collectif va continuer de se battre sur ces 3 fronts, sur l'information, le travail auprès des élus, le travail auprès des organisations syndicales. On compte sur vous pour relayer un petit peu, pour nous nourrir, pour nous titiller sur tout ce qu'on est en train de faire. On compte évidemment sur nos camarades là-bas, sur les camarades d'Omnium, de l'ANC, pour continuer de nous soutenir et de nous alimenter, et de nous proposer des campagnes comme ils l'ont fait jusqu'à présent, que l'on peut très facilement reprendre à l'échelle européenne.